améliorer la réglementation pour mieux tenir compte des spécificités des ETA bruxelloises. Ce dont nous avons tous besoin, c'est des ressources pour diversifier nos activités et identifier les nouveaux métiers que nous ferons demain. Pour certains travailleurs, se rendre au boulot est un parcours de combattant. Pouvez-vous nous aider là-dessus? Venez nous rendre visite, ce sera mieux nous connaître, mieux nous comprendre et donc mieux nous défendre. Alors ce que j'aimerais, c'est favoriser également le travail à l'extérieur des murs de l'ETA, c'est-à-dire l'envoi d'équipes chez le client. Alors moi, je voudrais vous encourager à penser handi-streaming. Pensez à la personne en situation de handicap dans toutes vos matières. Ce qui me préoccupe aujourd'hui, l'avenir des travailleurs vieillissants. Ce que vous pouvez faire, nous aider à accéder à des nouveaux ateliers de production, car nos infrastructures sont vieillissantes. Mon souhait, c'est de rendre les marchés publics beaucoup plus accessibles aux entreprises de travail adapté. Bonjour à toutes et à tous. Je travaille dans le secteur des ETA depuis 4 ans. J'y ai rencontré depuis 4 ans des personnes passionnées, des personnes passionnantes, des personnes engagées et des personnes qui passent leur temps à trouver des nouvelles idées pour garantir à leurs travailleurs de l'emploi et bien plus. Notre secteur fait actuellement le dos rond pour encaisser toutes les crises que nous connaissons, mais sans baisser la tête. Benoît et moi allons vous présenter une série de constats et de recommandations, espérant que vous pourrez nous aider à faire levier pour que les entreprises de travail adapté continuent d'assurer leur mission, leur belle mission. Aujourd'hui, quels sont nos besoins? Quelles sont nos recommandations? Vous avez reçu une note ce matin. Elle est une base de réflexion et la FEBARAP reste bien entendu pleinement disponible pour discuter tout point avec vous. Alors, vous l'avez compris au fil des interventions précédentes, notre secteur jongle sans cesse entre des considérations économiques et sociales. Un premier constat que nous déposons ici est que les normes d'encadrement subsidiées pour nos ETA ne sont aujourd'hui clairement plus adaptées. À l'époque des ateliers protégés, à l'époque des ETA il y a quelques années encore, on observait des chaînes de production avec 10 à 15 travailleurs qui travaillaient par exemple à la mise sous pli, par exemple au conditionnement, sous la supervision d'un moniteur. Aujourd'hui, nos ETA sont obligés d'aller de plus en plus vers des métiers de service, et ces métiers de service demandent de travailler avec des équipes plus petites. Les ETA sont donc obligés d'engager davantage de moniteurs. Nous constatons aussi que nos services sociaux et nos services de ressources humaines peinent à suivre. Cela est dû entre autres aux charges administratives toujours plus lourdes et à la trop faible disponibilité des services d'accompagnement extérieurs. Comme Valérie Hourdin a pu vous l'expliquer, en principe, le service social de l'ETA accompagne le travailleur dans les problématiques liées au travail, mais doit passer la main vers un service d'accompagnement pour les problématiques liées à la vie privée du travailleur. C'est de moins en moins possible aujourd'hui, et donc nos services de soutien social, nos assistants sociaux, accompagnent davantage les travailleurs aussi dans leur vie privée. Nous demandons donc une révision des normes d'encadrement en ce qui concerne les moniteurs et les postes d'assistants sociaux et de ressources humaines. Antoine l'a fort bien imagé. Une autre problématique que les ETA rencontrent aujourd'hui, c'est les bâtiments vieillissants ou qui ne sont plus adaptés aux activités actuelles. Et là, nos demandes sont les suivantes. Nous demandons que les ETA soient prises en compte dans l'affectation des réserves foncières régionales. Alors, pour toute proposition que je vous fais ici, il y a toujours plus de détails dans la note écrite qu'on vous a laissée. Nous demandons également que les demandes de subsides à l'infrastructure introduites par les ETA dans le cadre de l'arrêté
soit étudiée par le gouvernement avec tout l'intérêt qu'elle mérite. Et nous demandons enfin que les ETA puissent cumuler les subsides de la COCOF et ceux de la région afin de pouvoir mettre leurs bâtiments aux normes en termes d'énergie, d'isolation et autres. Alors, les belles histoires de l'oncle Mika sont bien réelles, mais elles ne sont malheureusement pas assez nombreuses. Si elles démontrent une capacité de nos entreprises à se renouveler et de trouver de nouvelles activités accessibles, y compris aux travailleurs les plus faibles, elles démontrent aussi qu'elles ne sont pas capables de le faire seules. Elles ont besoin d'un support extérieur, des business développeurs, comme l'a expliqué Mika. Les ETA ont démontré à de multiples reprises leur capacité à innover, mais le soutien de la COCOF ou de la région pour la recherche de nouvelles activités doit être réactivé, car les crises récentes ont accéléré le déclin d'activité, qui périclitait déjà avant les crises. Nous demandons donc, comme on l'a déjà dit, et c'est vraiment un de nos fers de lance, qu'un véritable et vaste plan de reconversion soit imaginé, soit mis en place pour sécuriser le futur des ETA. Ce plan devra comprendre des moyens pour engager du personnel au sein de la FEBRAP, idéalement, puisque la FEBRAP connaît particulièrement le secteur, et aussi une forme de fonds d'investissement, Antoine en a parlé, une capacité réelle d'investir pour suivre ces bonnes idées qui seraient mises en évidence par les business développeurs. Encore faudra-t-il que l'on s'équipe, que l'on adapte les bâtiments, que l'on puisse aussi avoir du temps pour adapter nos travailleurs, parce que l'idée n'est pas de changer les travailleurs et d'aller chercher d'autres travailleurs, c'est de continuer avec ceux que l'on a. Ça demande du temps et cela demandera des moyens. Comme vous le savez bien, certaines mesures favorisent ces dernières années l'engagement de personnes handicapées au sein de nos administrations publiques. Un exemple, les communes bruxelloises doivent comptabiliser 2,5% de personnes en situation de handicap au sein de leur personnel. Elles peuvent répondre à cette obligation pour moitié par la sous-traitance aux ETA. En 2020, seules 7 communes bruxelloises sur 19 atteignaient leur quota. Une même obligation s'applique au CPAS, mais aucun rapport n'a encore été réalisé jusqu'ici. Certains OIP, organismes d'intérêt public, n'ont pas d'obligation de quota. D'autres en ont, mais sans pouvoir valoriser les sous-traitances aux ETA. Nous demandons simplement que les administrations publiques deviennent exemplaires. Et nous vous soumettons dans la note diffusée dans le cadre de cette matinée une série de mesures qui pourraient les y aider. Alors, on parle du secteur public, mais qu'en est-il du secteur privé? On l'a déjà dit, on est un des seuls pays en Europe où il n'y a aucune obligation d'emploi des personnes en situation de handicap dans les entreprises privées et aucune sanction si elles ne le font pas. Et donc on pense que c'est vraiment compliqué pour nous de trouver du travail dans ces conditions-là. Et donc on demande que vous nous souteniez dans la mise en place d'une telle obligation. Et comme on n'est pas du style à punir ou à mettre des sanctions, on proposerait plutôt une forme de social shelter qui permettrait aux entreprises qui confient du travail, qui confient du chiffre d'affaires aux ETA, de les déduire de leurs impôts. Cela créerait un incitant plutôt qu'une sanction et ça permettrait de capter du chiffre d'affaires que les entreprises pourraient défiscaliser par ailleurs. Alors ça demande sans doute une réflexion peut-être plus large qu'à Bruxelles, mais on se dit que vous avez tous des relais et que l'on peut travailler là-dessus pour avancer. Ce serait positif et ça ne devrait pas coûter beaucoup d'argent au regard de ce que cela amènerait comme activité dans les ETA qui permettrait de continuer de développer notre projet, notre mission sociale. Alors, une nouvelle proposition, grâce au soutien de la COCOF, la FEBRAP peut promouvoir depuis des années les activités des ETA. Aujourd'hui, la région bruxelloise souhaite promouvoir et engager l'adhésion à une économie plus sociale. Il nous semble donc important de promouvoir également les compétences de nos travailleurs. Nous souhaitons donc que le gouvernement bruxellois octroie des moyens pour renforcer la campagne de communication orchestrée par Concertes, Coupole d'économie sociale, campagne subsidiée actuellement exclusivement par la Wallonie. Ceci afin de renforcer l'image de l'économie sociale en région bruxelloise également et d'en faire bénéficier notre secteur.
Alors on va passer là à un point important pour nos ETA, ce sont les aménagements raisonnables. S'il est bien un secteur où l'aménagement raisonnable est un maître mot, c'est le nôtre. Si la plupart des aménagements raisonnables sont facilement mis en place au sein de nos structures, certains restent par contre difficiles, voire parfois impossibles à mettre en place. Et ceci par faute de moyens la plupart du temps. Alors, un aménagement raisonnable dont on entend souvent parler, pour lequel les ETA sont régulièrement critiqués, c'est la possibilité pour un travailleur d'avoir un contrat à temps partiel. C'est un aménagement raisonnable qui a tout son sens pour certains types de handicap, qui a tout son sens dans le cas de vieillissement de travailleurs. Ça fait des années que la FEBRAP plaide pour pouvoir disposer d'un quota de travailleurs en situation de handicap subsidié sur base d'un quota en équivalent temps plein. Vous avez déjà entendu parler de ça. Aujourd'hui, il y a 1450 travailleurs qui sont subsidiés. On parle de personnes physiques. Nous voudrions qu'on parle d'équivalent temps plein. Alors, pour vous aider à visualiser la problématique, je vous propose une petite mise en situation. Imaginons ici que l'hémicycle soit une entreprise de travail adapté. Nous sommes donc tous collègues. Notre entreprise est subsidiée à environ 50%. Ça veut dire que c'est par notre production à tous que nous couvrons les 50% de coûts restants. Imaginons que demain, un tiers des personnes présentes, imaginons que ce soit toute cette tribune, vous demandez à travailler à mi-temps. Ça signifie quoi? Ça signifie que la moitié du temps, la seule force de production encore présente, c'est vous. Est-ce que le coût du bâtiment diminue? Non. Est-ce que le coût de l'énergie diminue? Non. Est-ce que le matériel que vous utilisez quand vous êtes là, son coût diminue? Non plus. En imaginant que vous tous, vous soyez en fait dispersés dans des équipes différentes, est-ce que le coût de l'encadrement par les moniteurs diminue? Non plus. Le constat, c'est quoi? C'est qu'en fait, les coûts ne diminuent pas, mais les forces de production diminuent. Deux conséquences possibles. Soit on demande que vous, qui êtes toujours là, vous produisiez davantage et plus vite pour pouvoir continuer à couvrir les coûts, soit l'ETA accepte un impact financier négatif. C'est ce que les ETA font aujourd'hui. Mais quelle est la conséquence? Nous souhaitons donc que le quota puisse être revu, que le quota puisse être comptabilisé en équivalent temps plein. Alors on le sait aujourd'hui avec les crises, les ETA n'ont pas su maintenir à l'emploi tous leurs travailleurs, mais ils comptent bien revenir au plein emploi. Et il sera important à ce moment-là qu'on puisse parler d'équivalent temps plein. Et on voudrait même aller au-delà. Si on considère que la population bruxelloise comptait 950 000 habitants en 1990, quand le quota a été fixé à 1450 personnes, on est aujourd'hui à 1,2 million d'habitants. Donc le nombre d'équivalents temps plein pourra aussi augmenter une fois que les ETA auront pu récupérer leur plein emploi. Alors juste pour vous rassurer un peu, j'ai grossi le trait. Aujourd'hui, le nombre de places qui ne sont pas utilisées avec les mi-temps, ça représente 6% d'équivalent temps plein. Si on cumule les absences des travailleurs liées au temps partiel, on est à 6%. Dans certaines ETA, ça peut aller jusqu'à 10%. Mais on sait que c'est un aménagement qui est de plus en plus demandé. Il faut l'encourager dès l'engagement, et on ne pourra pas l'encourager tant qu'on n'aura pas accepté de passer à ce quota en équivalent temps plein. Un deuxième aménagement raisonnable qui aujourd'hui n'est pas suffisamment rencontré en entreprise de travail adapté. Le secteur compte 111 travailleurs sourds ou malentendants. Certains d'entre eux ont besoin d'un accompagnement, ont besoin d'avoir accès à une interprétation en langue des signes. Ça peut être pour le suivi social, ça peut être pour une formation, ça peut être pour des réunions, pour des conseils d'entreprise, etc. Il faut savoir aujourd'hui que si on fait appel à un interprète, ça coûte 800 € par jour,
parce que pour une journée, en fait, il faut compter 2 interprètes. Les ETA n'ont pas les moyens, les ETA n'ont pas forcément une personne en interne qui est capable d'assurer cette interprétation en langue des signes. Notre demande est donc de pouvoir disposer de moyens pour assurer cette interprétation, mais notre demande est également que la COCOF fasse le nécessaire pour qu'il y ait suffisamment d'interprètes disponibles, parce que c'est également un souci rencontré aujourd'hui. Troisième adaptation. Pardon. Ouais. Une demande encore, c'est par rapport à la formation. Ah oui, en plus j'oublie. Si on parle de formation dans les entreprises de travail adapté, il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart de nos travailleurs en situation de handicap sont formés sur poste de travail, principalement par leurs moniteurs et par les ergothérapeutes. On sait que demain, le fédéral voudrait pousser l'obligation de formation à 5 jours par personne, par an. En soi, c'est très bien, mais là aussi, d'une part, nous n'avons pas les moyens en interne de proposer de plus en plus de formations. D'autre part, les formations qui sont proposées à l'extérieur, que ce soit par des organismes publics ou privés, ne sont pas accessibles à nos travailleurs en situation de handicap. Notre demande est donc double. Nous souhaitons pouvoir disposer de budgets supplémentaires pour pouvoir développer l'offre de formation destinée aux travailleurs en situation de handicap au sein même des ETA. Et nous demandons également qu'un effort soit fait pour que les formations proposées à l'extérieur deviennent réellement accessibles à nos travailleurs. Et je terminerai par un point sur une adaptation qui est encore difficile aussi. Ça concerne en fait le transport de notre travailleur à mobilité réduite. Il faut savoir qu'on a une série de travailleurs aujourd'hui qui utilisent les services taxibus pour venir au travail, et il faut savoir que ces travailleurs nous font part de beaucoup de stress parce qu'ils ne savent jamais à quelle heure ils arriveront au travail et à quelle heure ils seront de retour chez eux. Alors on a eu la bonne nouvelle hier d'apprendre qu'on pourrait avoir bientôt une rencontre avec le responsable de la mobilité adaptée de la STIB. On a déjà la chance d'avoir certaines personnes ici qui ont commencé à nous soutenir dans ce dossier, on les en remercie déjà. Mais donc on vous demande de continuer à nous aider dans ce dossier pour que la mobilité adaptée devienne encore plus disponible demain pour nos travailleurs. Alors on a beaucoup parlé d'emploi et de création d'emplois. Or, c'est paradoxal, il n'est pas toujours facile pour les ETA de recruter des personnes en situation de handicap. Alors, non pas parce qu'elles n'existent pas à Bruxelles, on l'a dit, mais parce qu'il y a une difficulté de matching entre les données qui sont détenues par Actiris et les services qui pourraient les présenter chez nous. Donc on demande que les chercheurs d'emploi qui sont détenteurs de la carte d'embauche soient identifiés, en tout cas par le service social, avec toutes les règles de confidentialité qui s'imposent, mais qu'il y ait une possibilité pour Pool H, qui est un chouette poste de travail qui a été créé, une chouette structure qui a été créée au sein d'Actiris, mais qui ne dispose pas toujours des informations nécessaires pour faire un bon matching par rapport à demandes que l'on fait, à nos demandes que l'on fait via Actiris. Et toujours dans ce cadre du recrutement, on rencontre une difficulté, c'est qu'on a beaucoup parlé des subsides du phare, qui sont des subsides qui sont adaptés au niveau de productivité ou de perte de rendement. Enfin, c'est tout des vilains mots, mais tout ça pour dire qu'il faut compenser les difficultés que les personnes ont à faire le travail. On doit payer les adaptations. Et ça, c'est le service phare qui le fait très justement en nous subsidiant en fonction de la hauteur du handicap de la personne. Par contre, il y a une phase qui est un petit peu oubliée, c'est la phase de démarrage et de mise en route au travail. On sait très bien, et ça n'est pas spécifique aux personnes en situation de handicap, c'est que les premières années ou les premiers mois sont toujours plus difficiles pour un jeune travailleur. Et là, il existe les aides Activa qui sont proposées par Actiris, les Activa aptitudes réduites, et qui pourraient, si on permettait le cumul des deux, et toujours dans des mesures raisonnables, de nous permettre d'aller chercher des personnes qui sont parfois plus éloignées du marché du travail et d'avoir le temps, un peu comme on le fait dans 4 cellules CAP dans nos ETA, mais de le faire de manière plus générale et de permettre d'aller chercher des travailleurs plus éloignés du marché du travail et de nous donner le temps de les former. Le temps, c'est de l'argent, et cet argent serait apporté par l'Activa aptitude réduite,
qui est limité dans le temps, alors que les aides du phare ne le sont pas. Et donc pour nous, c'est parfaitement complémentaire, voire cumulable dans une mesure raisonnable, évidemment. Et donc notre demande, c'est de pouvoir ouvrir la discussion par rapport à ça, pour arriver à une solution qui soit satisfaisante pour les travailleurs, d'abord qui cherchent du travail, et pour les entreprises qui, de cette manière, pourraient voir le recrutement plus facile. Alors voilà, on se rend compte qu'on a pris beaucoup de temps pour vous exprimer toutes ces demandes, tous ces points d'attention qui sont bien réels aujourd'hui et qui sont de nombreux petits défis ou gros défis. Il y aura des choses qui seront sans doute plus faciles à solutionner que d'autres. Mais voilà, je crois que tous ces chantiers, la FEBRAP et les directions sont prêts à les ouvrir, mais on va avoir besoin de vous, on va avoir besoin de nos politiques, de nos décideurs, de budget pour pouvoir mener tout ça à bien. Et c'est l'objet de notre journée d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Merci.